Comment ils vont? Mais il se passe quoi en F1 en ce moment? Écoutez ça. Pour l'instant, Horner reste, Helmut Marko et Adrian Newey s'en vont, et Max va chez Mercedes. La décla est signée Gerhard Berger. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout ça paraît fou, mais c'est pourtant bien réel. On en parle dans cette vidéo. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite, deux folles rumeurs agitent le paddock, Alpine est sous pression, on peut être optimiste pour le spectacle à Jeddah. Avant cet habituel banger, on a des choses à se raconter. Allez, on en parle. Si le contenu te plaît, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. La question que l'on se pose toutes et toutes avant ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, est-ce que la tendance va se confirmer devant? En d'autres termes, est-ce que Red Bull va encore rouler sur tout le monde? Alors comme ça, je serais tenté de vous dire, oui, ils sont au-dessus, ils vont très bien, ça devrait être du beurre. Mais il y a quelques petites choses qui peuvent nous faire douter, pour notre plus grand espoir. D'abord, il y a les déclats des concurrents de l'équipe autrichienne. Déjà, je l'ai dit dans le débrief, Charles a dit qu'ils étaient prenables, déjà ça m'a étonné. Et je vais vous laisser écouter ce que nous a également dit Lando Norris quand on lui pose la question. Il n'était pas imprenable. Carlos n'était pas loin derrière. Je sais que la Red Bull est très bonne en rythme de course, et sur ce circuit, vous devez être bon avec les pneus, parce que c'est tellement abrasif. Ils sont toujours devant, c'est certain, mais en qualification, ils n'étaient pas vraiment devant. Je pense que Charles a fait le tour le plus rapide, alors peut-être qu'entre eux, ils peuvent se battre un peu. Piastri a eu la même déclat globalement aussi, donc il y a ça. Ensuite, il y a leur propre déclaration aussi en fait. Max l'a répété, c'était utopique ce qui s'est passé, et Checo a dit qu'ils avaient du travail. Encore une fois, Bahreïn, c'est un circuit qui leur réussit particulièrement bien, donc à suivre. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner Ferrari sur ce circuit, car a priori, il devrait leur être plus favorable. À Jeddah, il y a beaucoup moins de dégradation et les virages sont très rapides, donc on peut espérer que ça fonctionne pas trop mal pour eux. En tout cas, là, on va vraiment voir s'ils se sont rapprochés de Red Bull. Si vous me demandez, je pense qu'ils sont encore beaucoup en avance, mais qu'on risque d'être surpris sur certains tracés. Enfin, dernier élément qui, je pense, peut les faire vaciller, c'est cette crise énorme qui les touche. Ça peut vraiment être dangereux pour eux à court terme, on en parle plus tard dans cette vidéo. Nouvelle polémique en Formule 1, comme si on en manquait en ce moment. Il se passe quelque chose avec le président de la FIA. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, on est sur une affaire assez sérieuse, je vous explique. En fait, Mohamed Ben Sulayem serait impliqué dans plusieurs polémiques d'ordre éthique. D'abord, il se dit qu'il aurait fait de l'ingérence pour changer les résultats du Grand Prix d'Arabie Saoudite de l'an dernier. C'est une info qui est présente dans un rapport de conformité de la FIA qui aurait donc fuité. Pour vous expliquer, il aurait contacté le vice-président pour le sport au Moyen-Orient à la FIA pour qu'il fasse annuler la pénalité d'Alonso. Celle qu'il avait prise dans les stands au moment où l'équipe purgeait une première pénalité reçue au départ. Rappelez-vous, on l'avait dit, Aston Martin avait mis tous ses avocats sur le coup et avait réussi à faire annuler la pénalité. Je vous mets le lien du débrief en question ici si ça vous intéresse. A l'époque, il y avait eu un petit tollé, rien n'avait été écrit dans les règles suite aux discussions, puis on a oublié. Ensuite, et là potentiellement encore plus sérieux, il aurait demandé de trouver un moyen de ne pas rendre le circuit de Las Vegas sûr pour la course. Alors là, je vais pas aller beaucoup plus loin vu ce qu'on a vécu à Vegas, mais si c'est vérifié, c'est plutôt très grave. Je vous rappelle qu'une plaque d'égout mal soudée avait abîmé plusieurs voitures et fait reporter les essais. En tout cas, le dossier est entre les mains du comité éthique de la FIA et on devrait avoir des nouvelles dans 4 à 6 semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, il y a une sauce pour le président de la FIA et que ça ne va pas arranger les affaires de la Fédé. Je vous rappelle que les relations sont assez tendues avec Formula One et les équipes depuis que Jean Todt est parti. Affaire à suivre. C'est quoi ce délire avec la F1 en ce moment, les gars? Sérieusement, je sais pas quelle mouche a piqué ce petit monde, mais on est sur un truc vraiment lunaire. Bon, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe avec Max parce que là, c'est juste fou. Et oui, il se pourrait qu'il signe chez Merco. Bon, alors tout ça est déclenché par l'affaire Horner. Je l'ai commenté dans mes vidéos, on a suivi le truc, vous avez capté que c'est sérieux. Je vous ai aussi parlé de la possibilité que toute cette affaire soit la conséquence d'une lutte de pouvoir interne chez Red Bull. Donc en gros, suite au décès de Dietrich Mateschitz, un combat entre le clan Marco Verstappen et Christian Horner. Chaque camp étant proche d'une des deux parties gouvernant Red Bull, donc l'autrichienne et la thaïlandaise. Ces deux parties étant elles-mêmes en lutte de pouvoir, à ce qui se dit bien évidemment. Bon, vous l'avez vu dans la dernière preview d'ailleurs, Horner a été blanchi par son entreprise suite à son accusation de comportement inapproprié, ce qui a été suivi par une fuite d'un Google Drive contenant toutes les preuves de l'enquête. Bon, un process quand même bien chelou qui révèle sûrement un problème. Surtout quand un Jos Verstappen sort des trucs comme Horner fait la victime alors qu'il est le problème, il ferait mieux de partir, ce genre de choses. Je crois qu'on a compris qu'il y a un souci. Cette situation est donc en train de dégénérer puisqu'a priori c'est une campagne pour faire tomber Horner et c'est destructeur pour l'image de Red Bull. Alors vous pourriez me dire c'est ok, il a qu'à démissionner. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, il est pas chaud, il est soutenu par la partie thaïlandaise de la marque et en plus si Horner n'est plus là, il y a moyen que l'équipe perde Newey. Vous avez capté l'histoire des contrats liés. Donc ça n'arrangerait pas grand monde dans l'équipe. Point d'interrogation ici aussi. J'en arrive à Max, ne vous inquiétez pas. La rumeur est extrêmement forte ces jours-ci, il se dit que Max Verstappen irait chez Mercedes en 2025. Je parle dans la tendance.
Rien n'est signé bien évidemment. Tout le monde en parle, et croyez-moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Son père a eu une réunion d'affaires avec Toto Wolff à Bahreïn, qui a lui-même déclaré que Max était une possibilité pour remplacer Lewis. C'est un immense retournement de situation. Alors c'est pas fait, mais il est indéniable que ça bouge en coulisses. Alors il y a encore pas mal de choses qu'on ne comprend pas, comme cette déclat de Gerhard Berger que je vous ai sorti en intro, même si elle montre bien une fracture entre Horner et les autres, mais le fait est qu'entre Max et Mercedes, ça discute. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Max irait chez Mercedes? Il est au-dessus, il gagne avec une marge aberrante. Je vois plusieurs raisons. D'abord, on peut imaginer que si Horner reste, ça peut ne pas bien se passer. Vu la déclat de son père, on peut imaginer qu'il y a des tensions. Qui aime aller au bureau dans ces conditions? Peut-être même pas Max Verstappen. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Deuxièmement, ce qui est pour moi la donnée la plus importante, en 2026, il y a une nouvelle réglementation moteur, et il est possible que Mercedes soit mieux placé que Red Bull sur le développement. Ils ont déjà prouvé qu'ils étaient assez bons là-dedans. Perso, je suis Max, cet argument me convainc. Red Bull est avec Ford, c'est une nouveauté, disons qu'il y a probablement moins de garanties que chez Mercedes. C'est aussi mon avis. Alors vous allez me dire qu'il a un contrat jusqu'à 2028, ce qui est vrai, mais les contrats, si ça se cassait pas, ça se saurait. Les clauses, on les connaît pas. Donc voilà, c'est une affaire trouble, complexe, c'est une lutte de pouvoir interne chez Red Bull, mais les conséquences pourraient être hallucinantes. Bref, on n'est pas au bout de nos peines, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de lutte entre les deux parties de l'entreprise, et ben faut quand même savoir que Shaler New-Vidya, donc le propriétaire thaïlandais du groupe, s'est rendu à Bahreïn pour soutenir Horner, et que ce week-end, c'est Oliver Mintzlaff, donc le nouveau co-PDG de Red Bull en charge du sport, qui sera à Jeddah. On peut aussi imaginer qu'il se rend sur place pour calmer le jeu et trouver une solution à l'amiable. Alpine sera fortement sous pression à Jeddah. Là, s'ils sont pas dans cette catégorie aujourd'hui, je vois pas quand je les y mets. On l'a vu, rien ne va plus pour l'équipe française. Pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé à Bahreïn, je vous le résume en une phrase, Alpine est la dernière force du plateau. En plus de ça, la restructuration technique continue, Matarman et Dirk De Beer ont quitté le navire, chez les Bleus, on est dans la tempête. Je vais vous lire une petite phrase d'Ayao Komatsu, team principal de Haas, vous allez voir, elle fait très mal. Nous pensions être à la lutte avec Alpine, mais nous sommes finalement assez nettement devant, que ce soit sur un tour ou en rythme de course. Ça pique, hein. Alors on l'a dit dans l'émission de samedi avec Jérémy Brice, et je le répète ici, ce qui se passe chez Alpine avec tous les remous structurels qu'il y a eu, c'est pas étonnant. C'est vraiment pas quelque chose que vous voulez entendre, je le comprends, malheureusement ça ne va pas aller en s'arrangeant. Il va pas y avoir d'upgrade avant le Japon a priori, et si Bahreïn n'est pas forcément significatif, la tendance devrait se confirmer à Jeddah. D'ailleurs on commence à se demander si cette situation ne représente pas une immense opportunité de rachat de l'écurie par Andretti. En vrai ça fait un moment qu'on en parle et vous pouvez être sûr qu'on y pense chez les Américains. Après honnêtement, je vois pas en quoi une vente de l'équipe serait une bonne chose pour la marque à court terme, vu la conjoncture, mais bon, on parlera de tout ça dans une prochaine vidéo. Mercedes veut montrer ce qu'elle a vraiment dans le ventre à Jeddah, parce qu'à Bahreïn c'était un peu la soupe à la grimace. Et oui, parce que chez les grilles on a fait un mauvais choix au niveau du refroidissement sur les voitures, et donc on a eu des soucis moteurs. Je l'ai dit dans le débrief, le déficit a été estimé à plus de 5 dixièmes par tour. Après j'ai envie de vous dire presque heureusement, parce que ça faisait un peu peur. Quoi qu'il en soit, sur cette deuxième course de la saison, Mercedes est sous pression, parce qu'elle doit se rapprocher de Ferrari. Pour le coup, le circuit de Jeddah est très différent de celui de Bahreïn, c'est un tracé à très grande vitesse, donc ça sera l'occasion d'en apprendre plus sur la voiture. Après, il faudra aussi qu'ils assurent niveau fiabilité, parce que comme ça, en début de saison, ça pardonne pas. On va suivre ça de près. Les pilotes auront vraiment à cœur de bien faire, et j'imagine que Lewis aura les crocs pour faire beaucoup mieux que la semaine dernière. Pour eux, ça serait vraiment bien de faire au minimum un podium. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'en profite pour préciser les gars que ce week-end, c'est la première manche de la F1 Academy, et qu'il y a des Françaises à suivre. Dorian Pain, bien évidemment, que vous connaissez j'imagine, et Lola Lovin-Foss qu'on soutient aussi. Bon bah ça commence bien, 0 sur 1, nickel. Après c'était peut-être la prédiction la plus risquée possible, hein. En soi on est en 2024, on parle de Max, je sais pas. Mais bon, on se laisse pas abattre, si on n'est pas un minimum optimiste, on risque de vraiment passer une saison compliquée. Bref, le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuit, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et ce week-end, les gars, j'ai envie de croire à plus d'incertitudes. Je sais pas, je me dis qu'avec ce circuit de Jeddah, tout ce qui se passe en tâche de fond, les rumeurs, tout ça, ben on pourrait avoir une surprise. Bah pourquoi pas. Et pour l'Arabie Saoudite, les gars, j'ai envie de prendre un énorme risque, avec une double prédiction. Jean-Michel se met dans ce mode-là. Mesdames et messieurs, ce week-end à Jeddah, il y aura 3 équipes différentes sur le podium, et Max ne sera pas sur la plus haute marche. J'espère que vous n'avez pas craché votre café. En tout cas, vous l'aurez entendu ici en premier. Les cotes, c'est comment? Alors, bon, Max est toujours du beurre, hein. Rien ne change. Checo le suit pas de près,
et derrière on trouve les deux Ferrari. A noter que pour le podium, c'est Norris qui est considéré comme le meilleur candidat après les deux pilotes rouges. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Parlons un peu de ce circuit de Jeddah que vous connaissez forcément maintenant. Et là on parle d'un circuit très rapide. 250 km/h de moyenne s'il vous plaît, à noter que le circuit est celui qui comporte le plus de virages de la saison, avec 27. On se fait un tour ou quoi? C'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit, gros freinage au virage 1 où on va tomber jusqu'en 2, on passe le deuxième virage presque sans toucher au gaz, ici grosse réaccélération le long du mur pour aller vers le 4, où il faudra tomber 3 vitesses et parfaitement garder la corde au 5. On enchaîne les courbes jusqu'au 10, et là je vous préviens, on cligne pas des yeux. À partir du 11, les pilotes ont un léger répit jusqu'à la courbe du 13 où on va freiner fort et bien garder la corde pour sauter sur les gaz le plus vite possible. Les 14 et 15 c'est à fond, et au 16 ça freine pour plonger vers le 17 où se trouve la ligne de détection du DRS. À partir de là on se fait les 18, 19, 20 et 21 à fond. Au 22 on tombe 2 vitesses, on est maintenant dans le dernier secteur. Ici c'est plein gaz dans cette interminable courbe qui nous amène vers la dernière épingle qui est le dernier virage. On repart à fond vers la ligne d'arrivée et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? Jetons un œil à la météo de ce Grand Prix. Jeudi on aura du vent avec des températures situées entre 25 et 30, et vendredi et samedi c'est en clair avec les mêmes températures. Le programme du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Attention, on est encore en décalé. Jeudi à 14h30 ce sera les libres 1 et à 18h les libres 2. Vendredi à 14h30 à nouveau ce sera les libres 3 et à 18h les qualifs. Et samedi à 18h, le Grand Prix. De mon côté je serai sur Twitch pour mater les qualifs et la course avec vous, et je serai chez Winamax samedi après-midi pour pole position. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!